Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. votre émission bimensuelle de cinéma. Autour de la table, mon équipe habituelle, Fred, Julien et Jérémy. Bonjour. Et je rappelle que cet épisode est disponible sur toutes les applications de streaming audio et que vous pouvez nous suivre sur Instagram. Pour cet épisode, et même un peu pour les suivants, on a décidé d'innover. Cet épisode 38 sera l'épisode de l'Italie, de Naples, du soleil et de tous les clichés possibles sur la chaussure de l'Europe. Oui, la botte. La botte, pardon. Je me disais bien que la chaussure, ça sonnait un peu bizarre. De temps à autre, on va donc se dispenser de suivre assidûment les sorties ciné pour s'adonner à des dossiers thématiques. Ça vous rappelle un petit peu l'épisode sur les fan footage, par exemple, ou ces réalisateurs qui nous avaient marqués. Dans cet épisode, donc, on va profiter de la sortie de Partenope. Bien dit. Ouais, ça va, ça. Partenope, le dernier film de Sorrentino, pour vous parler de notre rapport au cinéma italien. En premier lieu, on va parler de Partenope, et ensuite, chacun d'entre nous va choisir un film italien qui l'a marqué, et en parler pendant 5 minutes. En deuxième partie, puisqu'on est en Italie, Jérém va nous faire les chiffres de... L'Italie. Bien vu. Bon, Partenope, c'est donc le dernier film de Paolo Sorrentino, qui est passé à Cannes il y a de ça maintenant 9 mois. Donc le film a pris beaucoup de temps avant de sortir, et enfin il sort. C'est peut-être un des derniers films de Cannes 2024 qui est en compétition, et j'ai l'impression qu'il passe un petit peu inaperçu, mais c'est pas pour rien quand même qu'on va en parler. Vuoi sapere a cosa sto pensando? No, perché lo so già. E a cosa sto pensando? A tutto il resto. Le synopsis est un peu long. La vie, tel un long voyage de Partenope, de sa naissance dans les années 50 à nos jours, une épopée féminine sans héroïsme, débordante d'une inexorable passion pour la liberté, pour Naples et les visages de l'amour, les amours vrais, inutiles et celles indicibles, et je vais abréger... la vie mémorable ou ordinaire sait être très longue, le cours du temps offre un vaste répertoire de sentiments, et là, au fond proche et lointaine, cette ville indéfinissable, Naples, qui ensorcelle, enchante, hurle, rit. Dis donc, il est vachement pompeux ce synopsis. Putain, j'allais dire, le synopsis, il est aussi chiant que le film. Alors, il Débat. va falloir débattre. Moi j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Moi, j'aime bien aussi. Moi, je déteste. Voilà. T'es tout seul. Je m'en fous. Bouh. Non, je trouve pas ça incroyable, mais j'aime bien. En fait, j'aime bien la vibe du film, j'aime bien Naples. Il fait beau, il fait chaud. Ouais. Il y a la mer, on a envie de se Mais baigner c'est et boire des chiant. spritz. Il y a David Marsay. Quoi? Bah attends, le... Non, mais il a cru voir David Marseille, le mec. Le premier mec que tu vois, là, son copain d'enfance, avec son large sourire, pour moi c'était David Marsay, tu vois. Et vraiment, genre, ça m'a troublé. Non, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait Gaspard Noé, mais bon, ça c'est moi. À un moment donné, il y avait Gary Oldman aussi. Oh putain. Ah ouais, il y avait Gary Oldman, Ah, mais c'est c'était vrai. vraiment lui pour le coup. Ouais. Ah, c'était ça la vanne en fait. Mais... Bon, non, mais en vrai, je trouve que, bah, c'est... J'ai pas vu du Sorrentino. Moi j'en ai vu Jusqu'ici. qu'un, donc en fait, si je compare à La Main de Dieu, mais en fait c'est hyper similaire à ses autres films. Dans La Main de Dieu, c'est un personnage, un homme pour le coup, qui est vraiment le réalisateur, qui est Sorrentino. En gros, il l'a dit, etc. Ça commence par un jeune dont les deux parents meurent dans un accident de gaz. Alors, je crois que dans le film c'est un accident d'avion, mais bon, c'est un peu la même chose. En tout cas, Sorrentino, il a vécu ça dans sa jeunesse. Et ça vous parle d'un jeune qui sait pas où aller, qui habite à Naples et qui veut devenir réalisateur de cinéma, quoi. D'accord. Donc il y a un peu ce même truc, effectivement, d'une jeunesse qui est perdue, D'une tragédie familiale, d'une peut-être. tragédie aussi, et à partir de cette tragédie, comment on se définit, comment on évolue, quoi. Parce que de ce que tu me dis et de ce que j'ai pu lire un peu à droite à gauche sur Sorrentino, il y a toute la question du divin aussi, qui est très présente dans son cinéma, le spirituel et le divin, mais apparemment ça c'est son premier film qui parle de la femme. Oui, en fait, c'est son premier où la femme est le personnage principal, et non le personnage convoité, quoi. Comme on avait pu le voir dans ses autres films. Pourtant, il est question de convoitise dans le film, mais convoitise inassouvie. Et qu'est-ce que vous en dites, vous deux? J'allais dire, en même temps, vu que son cinéma, parce que pareil, c'est le premier Sorrentino que j'ai vu, c'est vraiment de mettre à l'honneur Naples, ça paraît assez cohérent que ça... Je dis pas que ça se conclut, parce que je sais pas ce qu'il va refaire d'autre, mais que cette vision de Naples se conclut dans la féminité, puisque c'est ce qu'est Naples, finalement, et c'est ce qu'est Parthénope, c'est le symbole de Naples, qui de base Parthénope, je sais pas si Parthénope, oui, c'est une sirène dans la mythologie. Donc en fait, c'est le symbole de Naples et de sa féminité, et c'est ce qu'est le film finalement. C'est comment tu découvres Naples tout le long des années à travers le portrait de Parthénope, mais d'une manière très 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 fleuve du coup, que ce soit la jeunesse très ensoleillée, l'été, ou la vieillesse et un peu le désenchantement. Alors ça, c'est tout le fond que vous voyez. Moi, j'ai pas forcément vu ça parce que franchement, je me faisais tellement chier. J'ai fait, je sais pas.
J'ai pas l'habitude de regarder mon portable au ciné. Hein. Mais putain, qu'est-ce que je l'ai fait dans ce film. En fait, ça m'atteint pas, ça me touche pas, ça me parle pas. Donc du coup, j'essaie. Même la première partie. Parce qu'autant Pas la trop. première partie, je trouve que tu as une grosse division du film, genre dès que c'est la fin de l'été, on va dire, avec le grand événement qui se passe au tragique, partie. oui. Voilà, la tragédie de la première partie, je trouve que tu as t'as une grosse unité qui se suit, quoi. Tu sais pas trop où va le Ouais. film, mais tu as cette idée de vacances, de jeunesse un peu perdue. Ouais, mais c'est en fait, très prenant, moi je trouve. Les plans de danse, par exemple, les mouvements de caméra. Bah, le fameux panneau autour des 3 adolescents que j'ai adoré avec la musique un peu principale du film. Ouais. Je trouve que ce moment est hyper fort parce que en fait il se passe pas grand chose, c'est juste un panneau qui tourne autour des 3 personnages, mais moi j'ai presque chialé devant cette scène, tu vois. Putain, sérieux. Ouais, moi ça Mais non, m'a mais- touché. Attends, pour moi, il y a tout dans la forme et rien dans le fond. Pour moi, Non. c'est. Attends, excuse-moi, si, pour moi, c'est ça. Et puis, même à un moment donné, la forme a commencé à me faire chier. Bah, ça Parce pose que plein je- de questions, je trouve, le Mais fond, j'ai quand voulu. même. Non, mais j'ai voulu me raccrocher à la technique parce que je me suis dit, bon, bah, quitte à ce que tout ce qui se passe me parle pas, au moins je me raccroche à la technique. Mais même à un moment donné, la technique commence à me faire chier. Donc, c'est vraiment que le film, il m'est passé vraiment totalement à côté. J'étais pas le public cible. Je m'en suis foutu, mais comme pas possible devant tout le film. J'ai trouvé ça long, pompeux, un film de gros poseurs en fait. Sorrentino il te dit juste regarde, je sais faire des beaux plans, ils sont beaux mes paysages. Tu vois, Bah, moi j'estime qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Également, je trouve que c'est un film extrêmement male-gaiseux. Oh, je suis Ah non, pas du d'accord, tout. justement, c'est Ouais. l'inverse. Je C'est trouve que que c'est l'inverse t'arrives à pas aussi. tomber Ah, dedans. Parler un à la fois. De toute façon, on a le même avis avec Non, mais Fred. vas-y, Non, mais ce que dit Fred aussi, je trouve que je suis pas d'accord. Au contraire, genre il joue beaucoup sur le désir que peut provoquer Parthénopée, mais il tombe jamais vraiment dans une frontalité en fait. C'est toujours caché, c'est toujours masqué. Je trouve qu'il le fait justement plutôt bien. Moi, ce que j'aime bien en fait dans le récit, c'est le fait que finalement la beauté de Parthénopée, elle est à la fois le moteur du récit, mais en même temps, c'est complètement pas le sujet du film. C'est-à-dire que Parthénopée, c'est une meuf qui veut d'abord être intellectuelle, qui, d'un point de vue factuel dans la société italienne, est une femme qui est tellement belle que toutes les portes sont censées lui s'ouvrir à elle, être actrice, être juste une bimbo. Et elle, en fait, non, tout ce qui l'intéresse, c'est être quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de complet, juste d'un point de vue de sa personnalité. Et moi, je trouve ça super bien, en fait, comme personnalité. Moi, je trouve qu'il y a énormément de fond dans ce film, c'est pas que de la technique, enfin, c'est plein de questions existentielles où toi-même tu peux te raccrocher à ça pendant tout le film et avoir vraiment une réflexion philosophique, tu vois. C'est Je pense notamment Sur le quoi passage avec Gary Oldman par exemple. Ouais, Genre, Gary vraiment la Oldman. rencontre de 2 générations. C'est ça. Parce que Sorrentino, c'est beaucoup ça. C'est la rencontre de la jeunesse avec la vieillesse, quoi. Je peux donc que vous parler de La Main de Dieu. Mais par exemple, dans La Main de Dieu, il est question de la virginité du personnage principal. Et en fait, c'est la première fois, il l'a fait avec une vieille dame qui lui apprend en fait un peu tout de l'amour de ce qu'elle connaît. Il y a une sorte de transmission entre les générations qui est beaucoup le centre de son cinéma. Et moi, j'ai juste adoré. Excuse-moi, mais moi j'y vois en fait un truc assez sadique, enfin assez bizarre, dans le sens où j'ai l'impression que Sorrentino se projette son image à travers ses personnages Ouais, totalement. vieux. Et je trouve ça tellement chelou Vieux en fait. et jeune. Non, mais je trouve ça tellement chelou en fait de s'incarner à l'image avec des personnages qui convoitent et qui sont je sais pas attirés comme pas possible envers cette actrice. Mhm. Enfin, je trouve ça limite. Enfin, je trouve ça limite, ouais. En fait, j'aime pas ce que ça renvoie. Ils sont attirés par sa jeunesse. Il y a tout un truc où, comme le dit Gary Oldman, il veut pas, il veut pas fréquenter Parthénopée parce qu'il veut pas la pourrir avec lui sa dépression de vieux, quoi. Bah ouais, mais, Mais là, il y a- excuse-moi, Puis Il y a t'as même ça. cette idée aussi, la scène avec Le diacre. Alors, je pense pas à celle-là, mais la femme qui doit la former en tant qu'actrice, celle qui a le visage défiguré, t'as un côté très Sunset Boulevard, en fait. L'actrice Ah oui. désenchantée, coincée dans sa maison et qui, en fait, va se projeter dans Parthénope, en fait, qui elle voit une sorte de double féminin plus jeune. C'est vrai que l'embrassade dans la buée, c'est vrai que ça évoque un C'est peu du beau. Lynch. Mais c'est très décomplexé en fait comme cinéma. Hein. Et c'est peut-être ça qui t'a marqué. C'est très décomplexé et en fait Sorrentino il ose poser des questions qui peuvent peut-être être tabous pour toi, tu vois. Comme C'est la pas vieillesse ça, qui hein. convoite la jeunesse. Comme la scène de Non, l'accouplement devant plein de gens. Ouais, alors ça, j'ai Ouais, pas voilà. compris d'ailleurs. Mais ça, C'est après, presque ça. Alors, pareil, je trouve que c'était très bizarre, mais en fait, si tu regardes comment il construit le film, le début du film, c'est le beau Naples, c'est-à-dire c'est la côte de Naples, c'est la mer, c'est la bourgeoisie de Naples. Cette partie-là, en fait, c'est les bas quartiers de Naples. Donc, tout le début du film, c'est comment on te montre Parthénope comme une sorte de vision du
purement du désir et de l'amour. Mais là, par contre, pour le coup, on est dans une vision très primale en fait de la sexualité. C'est-à-dire que le but, c'est tu te retrouves avec deux personnes qui sont les deux héritiers de deux familles mafieuses de Naples, en fait, qui doivent faire un héritier pour sceller l'union des familles. Exactement. Et je pense en fait c'était un contrepoint à tout ce qui est fait au début du film. Et la scène n'est pas censée être, et elle est pas agréable à regarder, mais je pense que c'est pas le but justement. Même dans le niveau son, juste avant la ruelle qu'il traverse là avec l'homme super BG aux yeux bleus, c'est horrible, ça fait super mal. Enfin, tu ressens le truc, non, c'est plutôt fort. Moi, Non, je sais pas. Moi, ça ne m'atteint pas, ça ne me dit rien, ça me donne pas envie de réfléchir sur le film. Vraiment, hein. Je suis désolé, le film ne me convient pas. C'est pas factuellement qu'il est mauvais, c'est juste que je l'aime pas. Tu n'es pas touché. Je ne suis pas touché. Je veux bien que il y a beaucoup de choses qui en ressortent, que ce soit au niveau de la mise en scène ou de ce qu'il essaye de dire dans ses thématiques, etc. Mais rien à faire. C'est tout bonnement pas pour moi. C'est pas comme un film, un mauvais film où tu vois qu'il y a des défauts de scénario, de réalisation, etc. Là, je veux bien comprendre que le mec, c'est un auteur et qu'il a ses thèmes et qu'il les développe dans ce film-là. Et juste quand les thèmes te touchent pas et que le film te passe un peu au-dessus et que même moi, un mec qui adore la technique commence à me saouler à un moment donné parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose et que je vois pas ce qu'il apporte de nouveau dans sa mise en scène au fil du film. C'est juste que c'est pas pour moi, c'est tout. Après, de manière générale, j'ai l'impression que les critiques, en tout cas du public, sont plutôt du côté de Jérém. Hein. Oui, le film a pas vraiment un énorme succès. Mais moi, j'en ai vu que 2 du coup, mais je crois que ce qui est peut-être relou, c'est que ça se répète et qu'il fait inlassablement un peu les mêmes trucs, quoi. Même procédé. Et c'est peut-être pour ça que si tu les compares à d'autres de ces anciens films, c'est peut-être moins bien. C'est peut-être une redite en fait qui fait que on a pris Parthénopée, donc qui est effectivement un personnage féminin, mais après en général les thèmes c'est les mêmes trucs. Hein. C'est vrai que nous, c'est devenu notre introduction au cinéma de Sorrentino. Est-ce que c'était le plus pertinent ? Je suis pas sûr. On mais m'a beaucoup conseillé Après, est-ce que Youth. ça te donne envie de voir du Sorrentino ou pas ? Moi, c'est une bonne introduction. Non. Dites-vous que Youth c'est Michael Caine et Harvey Keitel qui sont dans un sauna en train de philosopher sur la vie parce qu'ils sont vieux tous les deux, ils ont une carrière à terme. Et l'affiche, l'affiche, il est deux dans un sauna avec le gros cul d'une meuf de 20 ans. Et c'est lui qui a fait The Young Pope. La série ? Et ça m'intéresse, tu vois. Limite, The Young Pope, c'est le seul truc qu'il a fait qui m'intéresse. Il y a ça, mais surtout La Main de Dieu, qui est son plus connu. Enfin. Après, au niveau des acteurs, moi, le vrai truc qui m'a gêné, en fait, c'est... alors, on a développé un peu sur le personnage de Parthénopée, mais toute la question de la répartie du personnage, c'est peut-être la limite, je trouve, à toutes les analyses qu'on peut en faire, parce qu'en fait, le personnage se limite un peu trop à... Tu as une bonne répartie, genre à chaque fois, elle veut essayer de trouver le trait d'esprit le plus philosophique et le plus littéraire, et ça a tendance... Alors, les personnages eux-mêmes disent à Parthénopée qu'elle en fait des caisses, mais le film aussi, du coup, en fait un peu des caisses. Donc ça, c'est la limite, je trouve. Mais c'est libérateur, moi, tu me dis en faire des caisses, même, on revient sur la mise en scène. Moi, ça m'a fait trop du bien de voir une mise en scène qui est genre totalement décomplexifiée. Ah, moi, j'étais bien, hein. Tu vois, qui ose des trucs, tu passes d'une situation à une autre, mais c'est totalement invraisemblable, mais c'est génial, quoi. Puis moi, la scène dans l'église, dans la dernière partie... Ouais. C'est très beau. Il y a une ambiance qui s'impose, j'étais dedans, tu vois. J'aime ce côté j'entends tout ce décomplexé que je retrouve beaucoup dans le cinéma italien, en tout cas, de ce que j'ai vu et de ce dont on va parler après. Bah voilà. Ça se retrouve beaucoup et c'est un peu le propre du cinéma italien pour moi. Mais en tout cas, ouais, c'est un vrai film italien pour le coup. Ah oui. Sorrentino, c'est vrai que jusque il est très attaché à Naples en fait. Voilà. Donc, jusque dans certains personnages qui bougent bien à les bains et le colonel avec les lunettes. Parthénopée, vas-tu m'épouser si j'avais 40 ans de moins? Colonel, la vraie question, c'est est-ce que vous auriez voulu m'épouser si j'avais 40 ans de plus? En fait, il y a plein de phrases qui m'ont marqué, plein de petites leçons, je sais pas. Ouais, non, mais il y a beaucoup. C'était agréable de réfléchir devant ce film. Alors certes, ça pousse à la réflexion, mais moi, j'ai pas envie d'y réfléchir. Non, mais le seul truc où je suis vraiment rebuté, c'est le gros bébé bleu, le gros bébé blanc à la fin. J'ai pas compris. Ah, il part en couille, mais c'est génial. J'ai vraiment pas compris. The Substance 2. Ouais, et puis enfin, je sais pas si c'est FX ou prothèse, mais ouais, c'est impressionnant quand même. Bah oui, c'est très impressionnant. Puis même l'architecture du salon, tu vois, tu te dis, mais l'appartement, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois. Puis l'épilogue, moi je le trouve beau en fait, tu vois. De retrouver une Parthénopée à 75 ans, à retraite. Surtout 2023, la célébration du titre de champion de Naples.
Maradona. Ah oui. Ah oui, C'est vrai que le film veut pas se terminer en plus, le Ah, générique. mais c'est que par contre, vraiment, le film, j'avais l'impression que chaque fois qu'il allait se terminer, Oui. ça se relance Ouais. tout Ouais. le temps. Il y a eu au moins 5 fois, je me suis dit, ah, c'est la fin du film. Ouais, non. Et exact. même au générique, tu dis, c'est le générique, j'ai pour me lever, et t'as une scène encore. Mais les lumières, elles s'éteignaient pas en plus, elles se rallumaient pas. Je pense que ça a dû exaspérer Jérém. Moi, ça Ah, s'est moi, rallumé. c'était interminable, j'étais en mode putain, Moi, mais quand ça est-ce s'est que je peux me rallumé barrer sur de le cette salle? générique. Moi aussi, Donc, ça j'ai s'est pas rallumé vu sur la le- scène d'après, je savais pas qu'il y avait une scène après le générique. Ok. Bah, c'est juste la scène, t'as le bus. Oui, ça, j'ai vu. Non, bah, Ah, c'est c'est ça, tout c'est ça, Ok. c'est ça. Voilà. Mais oui, Maradona, il est partout. Hein. La main de Dieu, il est hyper important dans le film. Enfin, Après, c'est l'Italie, c'est le foot. ouais. C'est surtout Naples en fait, parce que l'Italie, c'est pas. Enfin, je pense que on va en parler dans nos films, mais l'Italie, c'est tellement divisé que. Bah, tu le sens, t'as une scène cette scène sur le bateau où justement l'actrice, elle envoie. Exact. Elle critique les Napolitains en fait. Ouais, Mm. c'est ça. Ah, c'est salé comme discours. Et hein. réussir si elle est dans le nord, tu vois. Et C'est t'as dit. toujours cette division entre le nord et le sud en Oui, Italie de toute oui. façon. Alors que pas, enfin, en France, tu vas dans le Nord, c'est autre chose. Bah, en France, t'as juste la centralisation de Paris, quoi. Ouais. Et tout le monde doit aller à Paris pour réussir, et on s'en bat les couilles des autres villes. Même si ça change, Mm. et je le redis, mais Marseille, vous verrez que dans 10-15 ans, même plus, Capitale de cinéma. ça sera une nouvelle capitale en tout cas. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de me plonger un peu dans le cinéma italien via ce film. Mm. Et puis, ça va être l'occasion donc de bifurquer vers autre chose. Mais d'abord, il faut bifurquer vers les chiffres. Et oui, putain, parce que Parthénope, c'est un putain de budget de 26,3 millions d'euros dépensé pour rien, si vous voulez mon avis, pardon. Oh, Gâché, putain, il y avait mieux à faire avec 26,3 millions d'euros, mais bon. Oh. C'est ici qu'on rassemble tout le sel français. Et il est bon. Et il est bon. Allez, donc le box-office mondial est environ à 10,5 millions, dont seulement 300 000 aux États-Unis. Et le box-office français pour la première semaine, qui était celle du 12 au 18 mars, il a fait 43 844 entrées. C'était le 4e des nouvelles sorties de la semaine. Derrière, on ira The Insider, le dernier Soderbergh, et délocalisé. Merci pour des chiffres. Donc maintenant, Des lettres. des lettres et des chiffres de... Excusez-moi, tu m'as complètement niqué ma transition. Donc là, ça va être l'occasion de parler un petit peu de cinéma italien et je suis content parce que c'est la journée du bonheur et que... et qu'en fait, on a deux films très contemporains. Je crois, Jérém et Fred, vos deux films sont sortis à partir de 2020, je crois. 2022. 2021, le mien. Voilà, donc c'est des films qui sont très contemporains. Et Julien et moi, on est partis sur des films très anciens, Et d'un même réalisateur. d'un même réalisateur, parce que c'est quand même une des grandes figures du cinéma italien. On n'est pas parti sur du Sergio Leone, on n'est pas parti sur du... Antonioni, ni Voilà. du Rossellini, ni du Fellini, Mais sur on reviendra dessus, parce que je propose donc en fait que notre réalisateur, il soit au milieu, et donc on va ouvrir le bal, soit avec Fred, soit avec Jérém, qui veut se lancer, messieurs. Bah, Jérém, lance-toi. t'as Non, été- je veux bien terminer. Non, je veux bien terminer justement, parce que je trouve que mon film c'est un peu potentiellement l'antithèse de tout ce que vous allez dire. Ah, ok. Après, t'as pas vu les 8 montagnes. Non, c'est vrai que je l'ai pas vu, mais Les Otto Montagne en italien, parce que bon, on est quand même un peu plus sérieux ici, on parle italien. Moi, j'ai fait un peu italien. Bref. Tu j'ai as voyagé en Italie. Je suis allé en Italie, mais justement, c'est un film que j'ai découvert pendant mon voyage en Italie, parce qu'on me l'avait conseillé. Et donc, j'adore. Je l'ai revu hier, là, juste avant de vous voir aujourd'hui. Et j'adore ce film. C'est assez long. J'ai un peu parlé de l'histoire avant, et puis après, je vous expliquerai un peu ce que j'aime dans le film. Alors, Les 8 montagnes, ça vous parle de l'amitié de deux Italiens, d'un jeune qui habite Turin, d'un autre jeune qui habite plutôt dans les campagnes du Nord. Donc, ils se rencontrent comme ça, en fait, en vacances pendant un été. Et tout les oppose, mais ces derniers deviennent de bons amis. C'est hyper compliqué à expliquer, le film est vraiment trop complexe. Mais en gros, voilà, à partir de leur amitié va naître quelque chose une sorte de contradiction, une jalousie. Par exemple, donc je vous dis les prénoms, hein, le mec de la campagne, c'est Bruno, et le mec de Turin, c'est Pietro. Donc déjà, il y a un peu ce truc qu'on avait pu voir dans Parthénopée, c'est de opposer deux zones très différentes en fait. Hein. Par exemple, Bruno, il parle un dialecte que Pietro ne comprend pas. Il vient de la vallée d'Aoste, j'imagine, s'il est dans le nord de Turin. Il est plutôt dans les Alpes italiennes. Ouais. Je crois à peu près. Et en gros, tout le film se passe sur 4 décennies. Donc on va les suivre de leur jeunesse jusqu'à leur quarantaine. C'est surtout un film qui va parler de questions existentielles. Par exemple, le personnage Pietro, il est totalement paumé. Le mec a genre 31 ans, 32 ans, il n'a jamais rien fait de sa vie. Et il sait pas du tout quoi faire. Et il va retomber sur cet ami d'enfance, donc Bruno, et ensemble ils vont construire une maison dans les montagnes où ils se sont rencontrés. Et en gros tout le film commence par une tragédie, c'est la mort du père de Pietro, un père qu'il avait totalement abandonné depuis des années parce qu'il s'était fâché avec lui. Et en fait il a appris que son père
était resté très proche de son meilleur ami d'enfance, qu'il avait même considéré comme son fils. Donc il y a quand même un truc très, une relation amicale hyper forte, en même temps une espèce de jalousie, comme si Bruno avait pris sa vie à Pietro, vous voyez. Et donc tout le film c'est ça se passe dans les montagnes, c'est super beau, c'est les Alpes italiennes, ça se passe en été, en hiver, donc on voit vraiment le temps qui passe. Et à travers ce film, on voit comment chacun fait son petit bout de chemin, en fait, comment chacun essaye de tenter de percer la question existentielle de la vie, que faire, quoi, de sa vie. Moi, j'adore ce film parce que, comme plein de films que j'aime, ça bifurque de partout. À un moment, t'as un personnage qui part de l'Italie, qui va au Népal, qui revient en Italie, c'est toujours dans les montagnes. Justement, les 8 montagnes, ça vient d'une tradition bouddhiste qui tente d'expliquer ces questions existentielles par 8 montagnes qu'on devrait traverser pour comprendre notre monde et notre vie. Non, que dire d'autre ? C'est super beau, c'est très touchant. Visuellement, ça avait l'air très chouette. C'est vrai que c'est chouette parce que c'est toujours perché dans les altitudes des montagnes. Donc ouais, il y a des beaux plans à faire. Il y a une super musique. Daniel Norgren. Exactement, qui m'a marqué. Puis non, cette relation entre deux hommes qui à la fois est assez ambiguë. Il y a aucune relation gay ou sexuelle, mais c'est une relation qui est à la fois vraiment emplie de jalousie, en même temps non, qui est très fraternelle, et c'est très beau. Mais c'est pour ça que quand je voyais Parthénopée, ce qui me faisait rire, c'est que j'ai l'impression que tous les films italiens que je vais voir, à chaque fois, ça va me regarder dans les yeux et me dire « Écoute Fred, réfléchis aussi sur ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Tu es un artiste ou pas ?» Non mais c'est un peu ça, tu vois, parce que du coup le mec sait pas ce qu'il fout dans la vie et il commence à écrire et finalement il devient écrivain. Donc il y a un peu ce truc, je sais pas, tous les films italiens que j'ai vus, moi à chaque fois ça me... Très introspectif. C'est hyper introspectif, j'ai l'impression en tout cas. Ok. Et je voulais savoir si vos films italiens étaient... Oh, pas du tout. Est-ce que tu en as terminé avec les automontages? Je voudrais en parler 1 heure, mais bon, regardez-le, c'est très beau. Maintenant on va se plonger dans un cinéma très ancien, parce que le réalisateur dont on va parler est mort... 60 ans. Enfin, c'était Ouais. son Il film, est c'était mort, à 60 ans. ouais, il est mort en 1975, donc il est mort il y a 50 ans mine de rien. Donc là on est vraiment dans le cinéma italien post-Seconde Guerre mondiale. Donc, Post-néoréalisme. exactement, donc il s'agit de Pier Paolo Pasolini, à la fois réalisateur mais aussi auteur, poète et metteur en scène de théâtre, donc un homme extrêmement varié, prolifique. Et donc toi tu vas parler d'un de ses plus grands films, moi aussi, mais pas forcément le plus aimé. Toi ce sera... L'Évangile selon saint Matthieu. Adaptation donc de l'Évangile selon saint Matthieu du Nouveau Testament. Bien vu. Voilà. J'y vais ? Vas-y. Allez. Mais déjà, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que déjà Pasolini, comme tu l'as présenté, c'est nous, en France, quand on parle de Pasolini, on pense surtout au réalisateur. Mais en Italie, il y a vraiment cette figure d'intellectuel, comme nous, on pourrait avoir quand on pense à Sartre. Sartre, il a fait du théâtre, il a fait des romans, il a fait de la philo, mais tu as cette idée d'intellectuel. Genre, tu penses à un intellectuel de base sans connaître spécialement, le premier qui va te venir en tête, c'est Sartre. Pasolini, c'est un peu la même chose en Italie. Grande figure de gauche. Ouais, grande figure du Parti communiste, et encore, figure très controversée, parce qu'il a toujours été très critique aussi sur le Parti communiste italien. Il a pris souvent des positions à l'inverse du Parti communiste, mais il y a un truc qui va traverser son œuvre, c'est la question politique. On en parlera toi dans ton film, c'est très présent la question politique, mais que ce soit même dans l'Évangile selon saint Matthieu, il est question de politique avec une critique de la société de consommation. C'est un truc qu'on va vraiment retrouver dans ses écrits, dans ses films, et c'est vrai que ce qui est très intéressant avec l'Évangile selon saint Matthieu, c'est que donc Pasolini, intellectuel marxiste, donc athée, donc non-croyant, fait une adaptation de la Bible. Mais de toute manière, la religion a toujours été très présente dans son cinéma. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, plus que la religion, c'est la question du sacré. Et ça, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément, c'est le sacré. C'est comment, à partir donc de l'Évangile selon saint Matthieu, il arrive à faire un portrait du sacré, alors que lui-même n'est pas religieux. Et en fait, tout ce portrait-là, entre sacré et authenticité, il va réussir à le faire par un minimalisme vraiment très poussé, mais un minimalisme qui fonctionne très bien. Déjà, il va vraiment capter les visages. La grande partie du film, ça va être capturer le visage du Christ ou le visage de Marie, et on retrouve vraiment cette idée d'iconographie, comme ces icônes qu'on peut avoir dans les églises grecques, et énormément d'effets très simples, c'est-à-dire beaucoup de panotage et de cuts. Et en fait, beaucoup de répétitions de motifs. C'est-à-dire que l'introduction du film, c'est le visage de Marie présenté comme une icône. Ensuite, on a un contre-champ sur Joseph. Donc Joseph comprend qu'il est enceinte. Il n'y a pas de dialogue, c'est juste qu'on le voit partir en courant. Ça témoigne juste il pense que c'est une infidélité. À partir de là, tu vois l'apparition d'un ange. Chemin retour, le même trajet qu'il a fait dans le premier plan, tu le revois, et tu revois le plan avec le visage de Marie avec un sourire, et le visage de Joseph avec un sourire. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, mais tu as tout compris. Et en fait, l'essentiel du film va fonctionner comme ça.
Et c'est comme ça que les miracles que tu vas voir dans le film, par exemple multiplication des pains, le moment où l'aveugle retrouve la vue ou les lépreux, etc., c'est toujours des effets très simples. Tu as un plan sur Jésus, le plan d'après, tu vois des pains qui apparaissent. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et sur même la question du tournage, c'est que de base, ils voulaient tourner ça en Palestine, sauf qu'en fait, ils trouvaient que la Palestine, c'était déjà trop moderne dans les années 60. Du coup, il a tourné ça dans des villages paumés dans les montagnes italiennes, et ça a un côté extrêmement authentique qui en ressort. Tu te souviens où est-ce qu'il avait tourné Oedipe Roi? C'était en Amérique latine, je crois. Mais C'est possible. Parce que Oedipe Roi, c'est le même principe aussi, c'est d'aller chercher un truc très ancien, donc dans l'antique, et d'aller chercher, c'est quelque chose qu'il n'arrive plus à trouver dans la société moderne, dans la société de consommation. Et à partir de là, il va avoir une figure, donc, comme j'ai dit, c'est toute cette figure d'authenticité, et à travers le portrait de Jésus, c'est un Jésus assez presque marxiste, en fait, qu'il en fait, c'est un Jésus très révolutionnaire. C'est comment il arrive dans une zone et comment, en fait, il va perturber l'endroit où il arrive, en fait, comment il fait des miracles, comment les gens le décrivent comme un prophète, comment les gens se joignent à lui, et tout ça en mélangeant à la fois des musiques sacrées, donc des musiques d'église, mais aussi des musiques profanes. C'est vraiment le meilleur terme utilisé. T'as des musiques contemporaines qui vont se mélanger en même temps dans le film. Et ça donne un résultat très puissant, parce que globalement, quand on parle d'un film sur Jésus, alors maintenant on a le Mel Gibson qui est sorti dans les années 2000. Il y avait déjà eu le Scorsese. Il y avait eu le Scorsese après qui était arrivé ensuite dans les années 80. Mais même avec ces gros films-là, le film souvent de référence quand on parle d'une adaptation du Nouveau Testament, c'est le film de Pasolini, qui est un mec non religieux, athée, à l'inverse de personnes comme Scorsese ou Mel Gibson qui ont beaucoup plus cette notion du religieux. C'est vrai. Donc je conseille vivement l'Évangile selon saint Matthieu, parce que c'est très prenant malgré tout, et notamment que le Nouveau Testament, c'est quand même un peu moins fun que l'Ancien en termes de côté très épique et très mythologique. C'est beaucoup plus simple. Et pourtant, Pasolini arrive à rendre le film pas ennuyeux. Parce que souvent, l'enchaînement, quand tu lis le Nouveau Testament, c'est les paraboles de Jésus, des miracles, des paraboles, des miracles. C'est beaucoup plus philosophique que l'Ancien Testament, on va dire. Mais il arrive à rendre ça assez prenant. J'ai juste une question. La question de l'homosexualité, elle apparaît pas du tout dans l'Évangile. Pas du tout. C'est pas du tout. Là. Mais même de manière générale, parce que le gars était il était homosexuel, il était très partisan de l'homosexualité, dévoilé comme ça dans les années 50 et 60, mais pourtant ça se reflète pas trop dans son cinéma. Et donc, je vais bifurquer vers mon film, du coup, qui est le dernier film de Pasolini, qui est donc Salo, les 120 journées de Sodome, qui est un peu la porte d'entrée pour beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde connaissent en fait Pasolini aujourd'hui par le biais de Salo, qui est son dernier film. Toujours pas osé le voir. Ah, moi je l'ai vu 2 fois. Ouais, toi t'es fort. 3 fois. Il a voulu me le montrer, du coup c'est pour ça qu'il a été obligé de le voir une 2e fois. Ouais, du coup je me le suis pas réinfligé une 3e fois. De toute façon, c'est un film qui te quitte difficilement. Et donc en fait, Salo, donc c'est un film qui apparaît dans les années 70 et qui apparaît notamment après la trilogie de la vie. Donc la trilogie de la vie qui est constituée des films des Contes de Canterbury, Les Mille et Une Nuits et Médée, non ? Non, le Décameron. Et donc c'est des films qui sont très positifs, très chatoyants, tu vois, dans l'esprit. Et après ça, donc il avait décidé d'entamer une trilogie de la mort, trilogie qui ne pourra pas conclure parce qu'en fait, non seulement Salo, ça a été un énorme scandale quand c'est sorti, et aussi parce qu'il s'est fait assassiner. Il y a beaucoup de gens qui font le lien entre le scandale de Salo et sa mort. C'était un mec très controversé de base, donc voilà. Mais quand tu découvres Salo de manière un peu abrupte, tu le regardes surtout sous le prisme d'un film hardcore assez difficile et vraiment très dégueulasse. Et tu oublies, et tu le mets plus dans un corpus de films hardcore comme Serbian Film et Cannibal Holocaust, alors que si tu le mets dans la filmographie de Pasolini, c'est tout de suite plus cohérent et plus intéressant, parce qu'en fait c'est l'histoire de 4 bourgeois franquistes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui décident de kidnapper 12 garçons et 12 jeunes filles pour les mettre dans une sorte de grande maison dans lesquelles ils vont en fait pratiquer les 120 journées de Sodome, qui est qu'ils ont repris du livre du Marquis de Sade. Marquis de Sade. Et donc voilà, en fait, le film se divise en plusieurs cycles. Il y a le cycle de la merde, par exemple, où en fait, les 4 bourgeois vont leur faire subir tout plein de désagréments plus ou moins dégueulasses. Hein. Ça va de sodomie à manger du caca. Voilà. Il faut très fort penser que c'est du chocolat quand tu regardes le film, parce que sinon... oui. Et en fait, le film, du coup, aborde la question de la sexualité de manière extrêmement crue. Et en fait, le film est très austère et très difficile à regarder et incomplet. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un film qui n'a pas été terminé, c'est-à-dire que la dernière bobine a été perdue. Donc le film se finit de manière très abrupte et n'a pas de conclusion à ses réflexions, parce qu'entre chaque cycle, en fait, tu vas avoir une longue partie de réflexion des 4 bourgeois qui vont réfléchir à comment, en fait, créer de la pulsion et créer du vivant en eux. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui sont
tellement mauvais de l'intérieur qu'il recherche à vivre des pulsions et des sensations fortes par la souffrance d'autrui. Et c'est de ça dont il est question en fait, c'est de la bourgeoisie qui ne peut plus vivre que sous le prisme de l'oppression des petites classes. Donc c'est un grand film de société et de lutte des classes, mais C'est une grosse critique du fascisme, puisqu'il place ça aussi à Salo, Mm. donc, qui est le dernier bastion de Mussolini sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. exactement. Et donc, qu'est-ce que j'ai noté de plus Pas trop non plus, parce qu'en fait, finalement, même dans la filmographie de Pasolini, c'est pas le film le plus marquant. Enfin, c'est le plus marquant pour ce qu'il montre, mais pas forcément pour ce qu'il dit. Et alors, j'ai pas non plus trop creusé dans la filmo de Pasolini, mais par contre, avec Fred, on était allé voir un colloque à Strasbourg, et on en avait appris beaucoup, notamment sur sa littérature, sur ses poèmes. Et curieusement, c'était pas Salo qui en était ressorti le plus, je crois même pas qu'il l'avait. Non, pas tant que ça. Non. Salo, c'est surtout aussi l'idée de repousser les limites de ce que tu peux montrer, en fait. Mais voilà, en tout cas, c'est un film qui est très austère, qui est franchement un peu chiant à regarder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rythme. Mais il est pas fait pour être agréable, de toute Non, façon, ce il- film. Hein. Et il dure 2h15 et dis-toi que normalement il y avait 20 minutes de plus. Mais voilà, la dernière image est quand même assez belle. Ce qui est assez curieux, c'est la seule belle chose qui se passe. Alors que tu as revu juste avant des scènes de violence et de torture assez incroyables. Je me souviendrai de l'énucléation quand même. Hein. Ouais, non mais C'est quoi déjà la dernière image? c'est les deux soldats qui dansent ensemble. En fait, ça c'est un truc qui est intéressant aussi avec Pasolini, c'est simplement que les personnages sont peu vivants chez lui, je trouve. C'est-à-dire que c'est très difficile de s'attacher aux personnages chez Pasolini, et de toute manière, si t'as la mauvaise idée de te mettre à t'attacher à un personnage, il va très vite crever. Donc voilà, et en fait, non, Salo, tu pourrais te dire que les jeunes pourraient se révolter ou avoir un petit peu de personnalité. Non, c'est tous des grosses merdes. Tout le monde est une merde dans Salo. Ils pourraient s'en sortir, mais ils sont juste bêtes. Bonne journée du bonheur. C'est la journée c'est du bonheur. ouais. C'est la folie, l'excitation. Tout le monde est heureux. Ouais. Bon, on en a fini avec Pasolini. Ouais, donc du coup, je disais que moi, c'était un peu l'antithèse, parce que vous me connaissez, je suis beaucoup plus friand des films un peu plus grand public, grand spectacle. Et donc, pour vous dire à quel point c'est de l'antithèse de tout ce qu'on vient de dire, parce que moi, je vais vous parler d'un film où en Asie, avec des mains à 6 doigts, je joue Sweet Child O' Mine, des guns au piano. J'ai rien compris. J'ai compris Nazi, piano et Gun N' Roses. J'ai bien compris. Oui, Ok. oui. T'as rien compris? Tu veux que je te le redise? Non, ça ira. Parce qu'il l'a redit. Donc, Freaks Out, réalisé par Gabriele Mainetti, sorti en 2021, film historico-fantastique avec des super-héros. Donc c'est un film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça suit l'histoire de 4 artistes de cirque dotés de pouvoirs extraordinaires. Donc on a un homme qui contrôle des insectes, une fille qui a des pouvoirs électriques, un nain magnétique et un homme loup, donc, qui est un peu l'homme fort également. Et donc leur but, ça va être de survivre, car le cirque dans lequel ils se produisaient se fait tout bonnement bombarder au début du film. D'ailleurs, le plan où ça se déroule, c'est super intéressant, parce que on passe du coup de sous le chapiteau. T'as le bombardement, et en fait le plan continue, et donc du coup t'as plus de chapiteau, et du coup ça continue pendant tout le bombardement qui dure assez longtemps en plus, et tout ça est fait dans un seul plan, et c'est assez magnifique dans la façon dont c'est mis en scène. Et donc c'est ça, ils vont devoir survivre, puisqu'ils se font séparer à un moment donné. Donc les hommes se font embarquer dans le cirque du fameux nazi avec des mains à 6 doigts, et donc la fille, elle par contre, est plus à vouloir contrôler ses pouvoirs, enfin apprend à contrôler ses pouvoirs grâce à d'autres marginaux. Et donc avant que tout le monde se retrouve, et qu'à la fin tout ce beau monde se réunisse pour poutrer la gueule aux nazis. Un beau programme. Un beau programme. Donc du coup le film est bourré d'anachronismes, du coup, puisque comme je viens de le dire, on entend Sweet Child O' Mine, des guns au piano en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Moi j'aime bien. Tu adorais cette scène. Donc on se fout un peu de la véracité historique, puisque ça se retrouve pas vraiment. En fait, le film, c'est juste un prétexte pour avoir un film de super-héros en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Donc le fameux nazi à 6 doigts, qui est un peu le patron du cirque allemand, il a une autre capacité, c'est qu'il voit dans le futur. Donc du coup, c'est pour ça qu'il joue Guns N' Roses au piano, c'est pour ça qu'il fait des dessins de hand spinner de manettes de PS3, et que dans son rêve il utilise un iPhone. C'est vachement drôle. Et donc voilà, c'est pour ça. Et en fait, il fait tout ça pour aspirer à plus dans l'ordre du Troisième Reich. C'est parce que vu qu'il voit le futur, il sait comment ça va se passer, donc je mérite d'être plus haut dans le Troisième Reich, et d'être aux côtés d'Hitler. Je veux une blague dans le film où le gars va voir le colonel Hans Spinner et lui dire « Monsieur, votre nom va être Non, attaché à un petit quand jouet de même pas. merde !» Quand même pas. Donc du coup, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film à la base, c'est surtout l'esthétique du film. Parce qu'on retrouve une esthétique que je rapprochais d'un Guillermo del Toro ou d'un Jean-Pierre Jeunet, avec des marginaux à gueule, dans un esprit un peu de conte, bien qu'il soit
plus dans ce film largement inspiré des comics, puisqu'on parle de super-héros. Mais c'est un film qui n'hésite pas à être violent, et n'omettant aucunement la violence de la guerre. Donc c'est à la fois un film très... j'ai pas envie... C'est pas sadique. C'est juste, la guerre, il y a eu des horreurs pendant la guerre, il les montre parce que ça a existé, mais t'as tout ce contexte un peu fantastique plutôt, avec ces super-héros qui déambulent durant cette guerre. Pareil, donc je voulais évoquer la mise en scène qui arrive à se poser avec une introduction très poétique où il nous montre de manière très simple les pouvoirs des différents personnages. C'est une représentation de cirque. On te dit pas c'est quoi les pouvoirs des personnages. Tu le découvres en même temps que comme si tu étais spectateur du spectacle de cirque toi-même. Et juste derrière, t'as le bombardement et paf, ça passe caméra à épaule, ça bouge de partout, t'as des plans débulés comme pas possible, tout ça en un seul plan séquence. Et c'est pour ça que je trouve que le film arrive très bien à manier ce mélange des rythmes et des genres de caméra plus posées, mais parfois quand ça pète, ça pète bien. Et puis enfin, il faut dire que pour un film de même pas 15 millions d'euros, donc ce qui est moins que Parthénopée, le film s'en sort très bien niveau effets spéciaux, notamment lors du final. C'est un assaut sur un train emmenant des juifs dans un camp de concentration. Et donc, les nazis prennent cher dans leur gueule, et c'est super bien mis en scène. Voilà. J'ai cru qu'il allait s'arrêter à « Les nazis prennent cher et c'est super bien ». Aussi, c'est super bien de voir des nazis se faire poutrer la gueule. C'est ça, c'est les effets spéciaux, surtout sur la fille électrique, parce que c'est surtout là-dessus que le final se repose, sur la maîtrise des pouvoirs de la fille électrique. C'est super beau en termes d'effets spéciaux. Je trouve que ça atteint des... il n'a pas à rougir face à certains blockbusters américains quand je vois cette scène. Donc franchement... C'est un très bon taf de la part de Gabriele Magnetti, qui avait fait juste avant On l'appelle Jig Robot, que pareil, un film un peu super-héros urbain. Donc on sent que le mec il s'inspire beaucoup des comics pour les mettre dans des endroits où il serait pas forcément d'habitude. Tu dirais que le cinéma de genre italien s'en sort mieux que le cinéma de genre français quand tu vois un film comme Freak Out? Excuse-moi, niveau film de super-héros, en France, comment je suis devenu super-héros, il fait pas le figure à côté. Hein. Ok. Donc, tant mieux, ça veut dire que si les gens veulent une alternative au film de genre américain, on peut se tourner vers le cinéma italien. Le cinéma italien, là, ouais, franchement, sur ce film-là, après, je me connais pas assez en cinéma italien pour te dire ce qu'il en est, mais... celui-là, il est pépite. Franchement, en plus, je regarde des critiques, de manière générale, le film est assez salué. Donc, y a une vibe un peu Ligue des Gentlemen Extraordinaires quand je vois les images. Qui est un comics. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ils se réunissent avec. C'est genre une équipe de super-héros, entre guillemets. C'est pas un peu pareil. Donc, c'est cool, en vrai, ça me donne envie. Je vous invite à découvrir, parce que le cinéma italien, c'est pas que des films introspectifs, du coup. C'est un peu... Oh, la balle perdue, attends, c'est pas que des films introspectifs, on peut se marrer et on peut prendre son pied comme devant un film américain, devant un film italien. Non, mais t'as raison. Petit double programme, si vous voulez, vous commencez par Freak Out, vous terminez par Salaud, voilà. Franchement, vous avez vécu... il y a un film où il y a des nazis, il y a un film où il y a des fascistes, deux traitements différents. Bon. On a fait le tour de nos films, les gars, mais on n'en a pas terminé avec l'Italie. On entre dans la deuxième partie de l'émission. En soi, est-ce que c'est vraiment une deuxième partie? Mais Jérém va parler des chiffres du cinéma italien. Alors pour cet épisode spécial Italie, j'ai décidé de pas me pencher sur les chiffres d'un acteur ou d'un réalisateur italien de renommée internationale, mais carrément de me pencher sur les chiffres d'un cinéma entier, ce qui implique que je vais être synthétique au maximum, et je vous propose donc de voir les chiffres du box-office italien, mais également les chiffres des films italiens en France et à l'international. Commençons par les chiffres du box-office italien. Alors, le box-office italien est normalement calculé, comme partout dans le monde, avec les recettes monétaires. Mais lors d'une controverse de l'augmentation des prix des billets, une revue a décidé de voir les entrées pures et a réussi à en déduire les entrées entre 1950 et 2016 avec l'aide de la SACD ou la SACEM italienne, la SIAE. Voilà. Et il en est ressorti ceci. Les films du top 10 ont au minimum fait 14,5 millions d'entrées. C'est quasiment similaire au box-office français, où le top 10 se tient à 14,6 millions. Ce top 10 se compose de 5 films américains, 4 films italiens, donc locaux, et un film britannique, le James Bond Goldfinger. Ah ouais. Quelques films italiens donc de ce top 10 et quasiment que des westerns, et pour quelques dollars de plus, pour une poignée de dollars, Sergio Leone réussit donc l'exploit d'avoir 2 films dans le top 10, et on continue à l'appeler Trinita, donc encore un western, mais le dernier film italien est le mieux placé,
passé, ce n'est pas un western, puisque c'est le dernier tango à Paris, avec plus de 15,6 millions d'entrées. Ah ouais. Bah ouais. Après, je tiens à repréciser, c'est des estimations faites, voilà. On n'est pas sûr, c'est vraiment... normalement, c'est vraiment plus, on se concentre sur la monnaie en Italie. Les films américains trustent le haut du classement, donc, car le podium est composé de, à la 3e place, les 10 commandements, la version avec Charlton Heston, avec plus de 16,8 millions d'entrées. À la 2e place se trouve Le Parrain, avec plus de 21,8 millions d'entrées. Et le plus grand succès au box-office italien, Avatar. c'est quel film ? Non, C'est pas Avatar? c'est un film américain, certes, mais qui n'est pas sorti au XXIe siècle. Ah, j'allais dire Avatar 2. Titanic? Ce n'est pas un film de James Cameron. Ah. C'est, si tu veux, c'est le film du James Cameron des années 60. Je sais pas comment le définir autrement. Je sais pas, Ben Hur. Pas Ben Hur, mais... Jason et les Argonautes. Non, c'est pas historique, enfin, quoique si, Années 60. il y a eu c'est dans les années 60, je crois que le film est sorti dans les années 60, oui, en effet. grosse production années 60, mais c'est pas Ben Hur. Le docteur Zivago? Oui, en effet, bien joué. Ah, C'est qui explose même les entrées de Titanic en France en comptant les ressorties, puisque les sorties Titanic avec les ressorties en France, c'est 22 millions d'entrées. Le Docteur Givago en Italie, on est quasiment à 23 millions. Vache! Donc pour vous dire à quel point ça a cartonné là-bas. Donc vraiment, genre, c'est le top 1 ever. C'est le top 1 ever en Italie. Après, du coup, ils se sont référés aux chiffres... enfin, au Voilà, ils ont parce fait que des ça- comparatifs. Hein, voilà. La monnaie, quoi. Voilà. Mais si, voilà, en comptant la monnaie pure, vraiment comme ils le font d'habitude, j'ai pris ces trucs d'entrée puisque ça nous parle plus pour nous Français, parce qu'on parle beaucoup plus en termes d'entrée. Mais oui, je crois que sinon, le plus gros film en termes de monnaie, si tu comptes pas l'inflation, etc., comme on fait pour le box-office américain, il me semble que c'est Avatar le premier. Ah, parce que la population italienne, c'est combien à peu Elle est près? assez similaire à la France, il me semble. Non, moins, beaucoup. Un peu moins, mais c'est pas non plus énorme, non? Donc, là, Quoi, une cinquantaine de millions? 59 millions. Ouais, tu vois, Et d'ailleurs, faut rapporter ça aux années 60, du Voilà. coup, parce que Ouais. Donc au c'est- moment de la sortie du Docteur Givago. Parce que Donc il y a nous, encore moins de personnes. nous, on a 20 millions pour des films comme Les Ch'tis et Intouchables, tu vois. Mais on était déjà quand même beaucoup. Là, tu te dis, en 1968 ou 9, Givago, ah la vache. Il y a la moitié du pays qui est halluciné. Ouais. Potentiellement. En ce qui concerne les films français les plus vus en Italie, on est plutôt également sur des films sortis dans les années 50 à 70, puisqu'on y retrouve deux volets de la saga Angélique, le film Michel Strogoff, mais hormis le retour de Don Camillo considéré comme un film français, alors que tous les autres films de la saga sont considérés comme italiens, qui est premier avec 7,5 millions d'entrées, donc petite nébuleuse là-dessus, mais hormis ce film-là sur lequel il y aurait peut-être débat, le film français ayant le mieux fonctionné en Italie, c'est Borsalino, avec plus de 6,6 millions d'entrées. Ah ouais. Et ouais. Ah ouais. À savoir que du coup, les chiffres du cinéma italien se sont pété la gueule après les années 2000. Vraiment, l'Italie, je crois que c'est en termes d'entrée actuellement en Europe, c'est en dessous du coup le Royaume-Uni, en dessous de la France parce que la France on est au-dessus, mais en dessous du Royaume-Uni, je crois même en dessous de l'Espagne. Mais Mais c'est pas étonnant Borsalino parce que c'est avec Delon et Delon a toujours eu un gros succès en Italie. Ah oui, c'est sûr. Il a Delon. tourné pour Visconti et tout. Belmondo. Mais par contre, du coup, La vie est belle. Parce que c'était quand même un giga succès, non? Mais ouais, mais il est même pas dans le top 10, t'as vu? Oh, c'est impressionnant. Moi, je m'attendais à le voir vraiment très haut, quoi. À savoir que 40 films ont dépassé les 10 millions d'entrées en Italie et que 802 films ont dépassé le million d'entrées. Voilà. Juste petite info comme ça. Ok. Maintenant, parlons des films italiens au box-office international, et donc prenons la question un peu à l'envers, quels sont les films italiens qui ont le mieux marché à l'international? Je tiens à dire que ça va être des films sortis à minima dans les années 70, car c'est à partir de là qu'on peut trouver des box-office mondiaux monétaires détaillés, et que des gros westerns italiens, comme j'ai pu le citer auparavant, ne se retrouvent pas dans les hauts du classement, finalement. Putain, c'est bête. C'est un peu bête, ouais. Encore une fois, le podium est composé uniquement de films n'étant pas sortis au XXIe siècle, car à la 3e place, on retrouve Le Facteur, sorti en 94, et ayant amassé un peu moins de 80 millions mondiales. Vient ensuite La vie est belle, de Roberto Benigni, avec près de 230 millions de recettes mondiales, et le premier du classement, c'est un réalisateur qu'on a déjà évoqué juste avant. Le voleur Je de sais- bicyclette. Non. Parce que... Il était une fois en Amérique. Non, Ah merde. non, dans la chronique. J'ai Ah. évoqué un de ses films juste avant, et donc, Le tango à Paris? voilà. Quel est le réalisateur de Tango à Paris? Bertolucci et c'est pour 1900. Non. Ah. C'est un film de Bernardo Bertolucci, en effet, Oh. qui a réalisé le plus gros succès mondial pour un film italien, mais lequel? Pas 1900. Non, pas 1900. C'est un film italien? C'est considéré Bah oui. comme un film italien, du coup. C'est oui. pas le film avec Dreamer. pas le film avec Trintignant là. Non si plus. Non plus. The Dreamers. Le Oh dernier empereur? En effet, le dernier empereur, qui a réalisé, du coup, près de 250 millions mondiales.
Et pour vous donner un ordre de comparaison, le film français ayant amassé le plus de recettes mondiales, c'est Lucie de Luc Besson, et il a fait 463 millions. Donc pour vous faire un comparatif, il y a quand même quasiment plus de 200 millions de dollars de recettes de différence entre le plus gros succès italien mondial et le plus gros succès français mondial. J'aimerais bien pouvoir flex, mais en même temps, c'est Lucie. On va pas flex avec Lucie. Spécifiquement aux États-Unis, c'est La Vie est belle qui a récolté le plus de recettes avec 57 millions, mais je me permets d'évoquer le deuxième parce que c'est quand même un classique du cinéma italien puisque c'est La Dolce Vita avec 50,5 millions de recettes. En France, vous connaissez déjà le film italien ayant fait le plus d'entrées, puisque je l'ai déjà dit dans une chronique, puisqu'il s'agit, le film italien qui a le mieux fonctionné en France, je l'ai déjà dit. Le dernier tango à Paris. Non, le film italien qui a le mieux marché en France. Bah, Oui. Elle est belle. Non. Mais je l'ai déjà dit dans une chronique, les mecs. Ouais, vous mais écoutez ça pas. commence mais à bon, remonter, mec, là. Ça remonte à l'épisode 2, en effet, donc... Oui, attends. Voilà. C'était il y a bientôt 2 ans, mec. Ouais. Gros classique du cinéma italien. Bah, pas la Dolce Vita, du coup. Non, Un gros classique du cinéma italien. C'est un Fellini ou pas? non, 8,5. Non, non, c'est pas un Fellini. Le bon, la brute et le truand. non. C'est le même réal, mais c'est pas celui-là. Ah, il était une fois dans l'Ouest. En effet, oui, qui est à près de 15 millions d'entrées et qui fait donc partie du top 10 du box-office français. Ah oui. Il y a 173 films italiens qui ont dépassé le million d'entrées en France, mais j'ai voulu voir sur les films italiens récents car j'avais l'impression que les films italiens en France fonctionnaient plus trop. Bah c'est un peu le cas car le plus gros succès pour un film italien ces 5 dernières années, c'est Il reste encore demain, Et sorti ça l'année dernière, Pas fait énormément d'entrées en France. avec hein. quasiment 650 000 entrées, et que seulement 11 films italiens ces 5 dernières années ont dépassé les 100 000 entrées seulement. Donc c'est une stat qui fait un peu mal car aucun film italien au 21e siècle n'a pour l'instant dépassé le million d'entrées en France. Ça marche pas très bien. Le Est-ce que cinéma italien a du mal à s'exporter ici. est-ce que c'est nous qui devons faire un effort ou les Italiens doivent faire de meilleurs films? Je pense qu'on est quand même pas mal niveau distribution en France. On essaie d'avoir la distribution variée. Après, c'est clair que toutes leurs comédies italiennes, comme nous, on peut avoir nos comédies à nous, je pense pas qu'elles s'exportent. C'est quoi qui marche le mieux en France? Ça doit être Royaume-Uni, en cinéma d'Europe européen. En cinéma européen, c'est soit, ouais, ça doit être très probablement le Royaume-Uni, en effet. Est-ce que vous vous souvenez de la version, le plagiat italien de Bienvenue chez les Ch'tis? Mais bien sûr, il a cartonné en Italie. Bah ouais. Ouais, ça marche bien en plus en Italie. Bienvenue dans le Sud. Je savais même pas que ça existait. Ah si, Ouais. si, ils en ont refait partout. Par exemple, en Chine, ils ont fait Bienvenue au Tibet. En Russie, ils ont fait Bienvenue au Goulag. Putain, il a préparé sa vanne pour amener à ça. Non, c'est venu par à coup. Je me suis dit, tiens, ça c'est marrant. Ça l'est encore plus. Et ce qui serait encore plus drôle, c'est que ces films existent réellement. Oh. Tu le sais pas, mais peut-être. Tu as encore quelques chiffres? Non, j'en ai fini, c'est pour ça. Mais c'est la journée du bonheur. C'est la journée du bonheur. C'est quand même la journée du bonheur. Bon, C'est la journée de la Dolce Vita. soyez heureux parce Regardez des films italiens, Regardez il y aura Salo. du soleil. Très bien, que... Non, salaud. mais pour le coup, on a fait un épisode très cohérent, les gars. On est resté italien du début à la fin. On s'y est tenu. Pourquoi on n'a pas fait l'épisode en italien? Parce que je crois que notre niveau d'italien est très faible. J'ai le niveau de Duolingo, moi. Non, parce que Moi, déjà, niveau Owen, de quand la il mail. parle italien, il parle une fois sur deux, c'est de l'espagnol. Moi, c'est pareil. Donc, on va éviter de massacrer la langue. Gracias. Bah, vous voyez pas, mais nous, depuis tout à l'heure, on parle avec les mains. Dankeschön. Pourquoi tu dis merci? Je sais pas. On a complètement Ah, par dérapé. contre, si on fait une spéciale cinéma allemand, là, Owen, tu pourras nous épater avec tes talents Bah oui. germaniques. Sie trinken Wasser. Film du cinéma allemand, ça doit être intéressant aussi. Ah, en ça vrai. doit être rigolo, ça. Du coup, les amis, ça va marquer un petit peu la fin de l'émission. Ciao à tutti. Si jamais vous nous suivez sur Spotify, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Si vous nous suivez sur Instagram, n'hésitez pas à nous mettre des mots d'amour, plein de tendresse. Et on se dit à dans 2 semaines. L'émission est à retrouver sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming audio. Des grosses bises. Et à dans 2 semaines pour le cinéma. On sait pas. Autre. Ciao. Ciao. Au revoir. Ciao à tous.